Territoire de l'Oregon, printemps 1869. Un avant-poste usé par la poussière le long de la piste de l'Oregon, l'odeur du bois sec, de la sueur des chevaux et du tabac imprègne lourdement l'air. Autour de l'estrade de fortune, simple assemblage de planches clouées sur des caisses de chariots, une foule d'hommes s'est rassemblée. Des mains rudes, des yeux éteints, des cœurs affamés et des âmes vides. Le genre d'endroit où même la décence oublie de s'arrêter. Un homme au gilet bleu délavé et à l'insigne de shérif rouillé abat un maillet en bois sur un poteau. Très bien, la dernière de la journée, beugle-t-il. Elle n'a pas de nom, n'a pas montré son visage, le sac sur la tête depuis le Missouri. Elle dit qu'elle peut travailler, qu'elle obéira, mise à prix 2 $. Qui est assez courageux ou assez ivre pour épouser le mystère? Les rires claquent comme un fouet. C'est peut-être une sorcière là-dessous, crie un homme. Ou un cadavre, lance un autre. Autant épouser ce maudit sac. Quelques hommes crachent dans la poussière et se détournent. D'autres restent pour observer, se donnant des coups de coude, attendant que quelqu'un soit assez sot pour lever la main. Sur la plateforme en bois, elle se tient immobile, pieds nus, poussiéreuse, les mains liées devant elle par une ficelle effilochée. Le sac en toile qui couvre sa tête est taché, trop grand, serré au cou. Seule sa respiration trahit sa peur. Rapide, courte, contrôlée, mais à peine. Ses doigts tressaillent, se serrent, se relâchent. Elle ne sert à rien si elle ne veut même pas parler, grogne le commissaire-priseur. Personne ne s'avance, pas pendant une longue minute. Puis, la foule s'écarte comme l'eau. Du fond, une haute silhouette s'avance, les épaules larges sous un manteau de toile, le visage ombragé par le bord d'un chapeau noir, usé mais propre. Ses bottes sont lourdes de boue. Sa chemise est marquée par la sueur, et sa main qui tient la hache est enveloppée de lanières de cuir. Un homme qui a plus vécu avec les arbres qu'avec les gens. 2 $, dit-il. Le silence tombe comme la neige. Le commissaire-priseur plisse les yeux. Vous êtes sûr, monsieur? J'ai dit ce que j'ai dit. Sa voix est basse, ni en colère, ni impatiente, juste certaine. Quelques hommes ricanent. Il doit être désespéré. Le commissaire-priseur s'éclaircit la gorge, nerveux maintenant. Vous ne voulez pas voir ce que vous achetez? L'homme incline la tête vers la femme, toujours immobile sous le sac. Je n'achète pas un visage, dit-il doucement. J'épouse une personne. Même le vent s'arrête. Personne ne rit cette fois. Non, marmonne le commissaire-priseur. Silas Boone. Profession? Bûcheron, Northridge. Le commissaire-priseur griffonne. Bien. Qu'il soit connu que M. Silas Boone, résident du territoire de l'Oregon, a conclu un contrat de mariage légal sous les yeux de Dieu et des témoins de cette cour. Il tend le papier à Silas, qui signe sans sourciller. Puis il se tourne vers la femme. Vous êtes maintenant légalement mariée, mademoiselle. Dites votre nom pour le registre. Le sac bouge légèrement. Aucun son au début. Puis, très doucement, si doucement qu'il faut se pencher pour entendre, la voix s'élève. Annabel Crowe. Silas se fige. La foule se penche. Le commissaire-priseur lève un sourcil, mais ne dit rien. Les yeux de Silas s'écarquillent, un simple battement de cils. Puis ils se durcissent à nouveau, fixés sur le sac,
sur la voix qui résonne maintenant dans son esprit. Il y a 3 hivers, dans la neige, dans le noir, une voix qu'il n'avait jamais oubliée, un nom qu'il n'avait jamais entendu jusqu'à présent. Et soudain, le silence de la forêt, la neige ensanglantée, la lueur du feu dans cette grotte gelée, tout revient en un flot. Il descend lentement de la plateforme. Il prend le bras de la femme, ni brutalement, ni avec urgence, juste assez fermement pour dire « Vous êtes en sécurité maintenant ». Personne ne les arrête alors qu'ils s'éloignent. Pas un mot de la foule. Juste le grincement des bottes sur les planches et le murmure d'un nom qui tremble encore entre eux, Annabel Crowe. La forêt se referma sur eux tandis qu'ils marchaient, le sentier se réduisant à un fil d'aiguilles de pin brisé et de terre battue. La lumière s'amenuisait sous la canopée, le soleil peinant à traverser les épaisses ramures, comme s'il hésitait, lui aussi, à s'approcher. Annabel ne disait rien. Le sac de toile couvrait toujours sa tête, serré autour de son cou, ses bords flottant dans la brise du soir. Une fois, le vent s'y engouffra et le tira de côté. Elle leva aussitôt les mains pour le rajuster, gardant son visage caché. Silas Boone marchait plusieurs pas devant, menant la vieille mule qui portait les quelques provisions qu'ils avaient été autorisés à prendre à l'avant-poste. Il ne se retourna pas, n'essaya pas de parler. Il se contentait de suivre le sentier, jetant de temps à autre un regard vers les arbres, comme s'il écoutait autre chose que le vent. Le silence entre eux n'était pas gênant. C'était un silence taillé dans différentes sortes de survie. Ils atteignirent la cabane avant le crépuscule. Elle était construite en pin sombre, petite mais solide, robuste, propre, adossée à une butte de terre qui la protégeait des pires vents du nord. Il y avait une cheminée en pierre, une pile de bois à côté de la porte et un fer à cheval rouillé cloué au-dessus du cadre. Silas atteignit la porte, la poussa dans un grincement, puis s'écarta. « Vous choisissez votre place, » dit-il tranquillement. « Personne ne vous placera plus. » Annabel entra lentement. Ses mouvements étaient prudents mais pas faibles. Elle n'enleva pas le sac. Ses pas ne firent presque aucun bruit sur le plancher de bois lisse. Elle ne s'assit pas à la table. Elle s'accroupit contre le mur du fond, le dos tourné à la pièce, les mains posées sur ses genoux, silencieuse. Silas entra derrière elle, déposa un fagot de bois près de l'âtre et commença à s'affairer au poêle. Pas de questions, pas d'ordre, seulement le son occasionnel du métal qui bouge ou de l'eau qui bout. L'odeur monta lentement, chaude, épaisse, réelle. Quelque chose d'épicé, un bâton de cannelle, le sel de la viande fumée. Il travaillait en rythme, comme s'il avait fait cela 1000 fois auparavant. Annabel ne bougea pas. Quand le repas fut prêt, Silas posa un bol en bois près d'elle. Elle tressaillit légèrement, mais ne se retourna pas. Il s'assit à table avec son propre bol, sans se presser ni la fixer. Après plusieurs minutes, sa voix se fit entendre, étouffée mais audible. « Qu'est-ce que c'est » Silas regarda son bol, remua une fois et dit « J'appelle ça le repas du dernier survivant. » Une pause, puis un son léger, presque un souffle de rire, mais étouffé, rentré. Il ajouta « J'avais l'habitude de le préparer pour moi, après de longues journées dans les bois. Puis j'ai commencé à préparer 2 bols, même quand il n'y avait personne pour manger le second. » Elle tourna légèrement la tête, assez pour jeter un coup d'œil sous le bord du sac. Sur la chaise à côté de lui se trouvait un second bol, identique, d'où montait de la vapeur.
Personne d'autre dans la pièce. Silas fit un geste vers celui-ci. Je le mettais pour ma femme, après la guerre, après que les arbres eurent pris plus qu'ils n'avaient donné. Juste une façon de dire je suis rentré vivant. Il marqua une pause. Maintenant, je le mets pour vous et pour elle. Le silence se prolongea. Le feu crépita. Annabelle tendit la main vers son bol, lentement. Ses mains tremblaient à peine, mais elle saisit la cuillère et la glissa sous le sac de toile sans l'enlever. Elle mangea en silence, chaque bouchée petite, prudente. Mais elle finit tout. Cette nuit-là, tandis que Silas lavait les bols dans une bassine en fer blanc près du poêle, Annabelle resta près du mur, les genoux repliés, les bras enroulés autour d'eux, observant sans parler. Mais pour la première fois, depuis qu'il l'avait rencontrée, elle ne tremblait pas. Cette nuit-là, après que le feu se fut calmé en une lueur constante et que les dernières braises du souper eurent été nettoyées des bols, Silas s'assit seul devant l'âtre. Il n'avait pas allumé de lanterne. Il n'en avait pas besoin. La lueur du feu suffisait, projetant de longues ombres qui dansaient sur les murs de rondins comme des souvenirs silencieux. Dehors, le vent gémissait à travers les arbres, un son long, bas et familier. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, laissant la chaleur toucher son visage. Mais ce n'était pas de la chaleur qu'il sentait, pas entièrement. C'était, il y a 3 ans, un hiver plus rude que tous les autres, le genre de froid qui transformait les aiguilles de pain en verre et les poumons en feu. Il était allé trop au nord pour le bois. Avide de bois, têtu d'orgueil, il avait glissé sur une pente, s'était tordu la jambe et était tombé dans un banc de neige où aucun sentier n'existait. Au moment où la neige recouvrait son dos, il avait cessé de se battre. Mais alors, des mains, rudes, calleuses, une traction, le traînant. Il se souvenait de la douleur, du poids cahotant de son corps, se déplaçant contre la roche, puis l'obscurité. Il se réveilla devant un feu, dans une petite grotte cachée derrière un rideau de glace. Le feu crépitait et sifflait à côté de lui, et l'odeur, quelque chose de terreux, d'amer, comme de l'écorce bouillie, emplit ses narines. En face de lui était assise une silhouette, une femme. Son visage était caché sous un sac de toile, noué avec soin, exactement comme celui dans la cabane maintenant. Elle portait des couches de laine et de cuir de récupération, des bottes cousues à partir de chutes. Ses mains bougeaient avec précision alors qu'elle versait une louche de liquide fumant dans une tasse en fer blanc. Quand elle parla, sa voix n'était ni haute ni basse, seulement douce, mesurée, fatiguée. Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis, dit-elle. Mais je ne vais pas vous laisser mourir. Il avait essayé de parler, mais aucun mot n'était venu. Buvez ça, continua-t-elle. C'est de l'écorce de pin et du lichen séché. Ça aidera la fièvre. Ça sambo. Il se souvenait du goût, amer, mais il avait bu. Elle avait bandé sa jambe, l'avait calé contre des pierres chaudes, avait entretenu le feu toute la nuit. Il allait et venait, luttant contre le froid, la douleur et les rêves qui tentaient de le voler. Quand il se réveilla de nouveau, au matin, une lumière bleue et cruelle, elle était partie. Seul le feu restait, bas et gardé, et à côté, plié avec soin, se trouvait un carré de tissu brodé, des fleurs violettes cousues d'un fil inégal, pas plus grand qu'une paume. Un gage, ou peut-être un message. Il l'avait gardé, l'avait toujours plié dans la poche de son manteau. Et maintenant, dans la cabane derrière lui,
Une femme était assise avec la même voix, les mêmes mains tranquilles, le même sac de toile sur le visage, et un nom, Annabel Crowe. Il ferma les yeux, se penchant davantage vers le feu. Il n'avait pas besoin de preuves. Il l'avait sentie à l'instant même où elle avait parlé sur cette estrade. Pas le nom, le son. La femme qui l'avait sauvée n'avait pas voulu être vue, pas voulu être connue. Et la voilà de nouveau, toujours cachée, toujours sans nom pour le monde, mais pas pour lui. Il ne le lui dit pas cette nuit-là. Il laissa le souvenir vivre en lui, un accord silencieux entre le passé et le présent. Il jeta un regard en arrière vers la petite forme blottie près du mur du fond, le sac toujours sur sa tête, le dos toujours tourné. La même peur, le même besoin de disparaître. Mais cette fois, pensa Silas, elle n'était pas seule. Et cela, peut-être, était le début de quelque chose qui pourrait vivre au-delà de la neige. La forêt retenait son souffle ce matin-là. La brume s'accrochait aux racines, s'enroulant autour de la base des arbres comme des secrets trop timides pour s'élever. Un vent doux passa dans les aiguilles, au-dessus, haut et lent, comme s'il ne voulait même pas interrompre. Annabel sortit seule de la cabane. Elle se déplaçait tranquillement, les bras croisés, et se dirigea vers le grand pin qui se dressait comme une sentinelle au bord de la clairière. Le sac couvrait toujours sa tête, mais ses pas n'hésitaient plus. Sa colonne vertébrale était plus droite maintenant, pas fière, mais plus courbée. Au pied de l'arbre, elle s'assit. Elle tourna légèrement le visage vers l'endroit où le soleil matinal perçait à travers les branches. Elle leva des mains tremblantes et desserra le nœud derrière son cou. Le sac glissa juste assez pour lui permettre de respirer à visage découvert face au vent. Sa bouche, son nez, un éclat de sa joue. Ce n'était pas de la défiance, c'était un commencement. Silas la vit depuis le côté de la cour, où il était agenouillé à côté d'une bassine en bois, huilant les dents de sa scie. Il ne se leva pas, n'appela pas, mais après un moment, il parla, d'une voix basse et stable, comme s'il le disait plus aux arbres qu'à elle. Une fois, je me suis gravement blessé. En plein hiver, je me suis perdu près de Black Ridge. J'aurais dû mourir là-bas. Ses doigts passaient sur la lame, la nettoyant. Mais quelqu'un m'a trouvé, m'a tiré dans une grotte, m'a sauvé la vie. Annabel ne se retourna pas. Elle portait un sac sur la tête, ne voulait pas dire son nom, me laissait à peine voir ses mains. Il marqua une pause. Mais je me souviens de sa voix. Il tourna légèrement la tête, non pas pour lui faire face directement, mais pour que ses mots portent mieux. Votre voix ressemble exactement à la sienne. Il y eut une immobilité, puis un son, le doux frottement du tissu glissant sur la peau. Il ne bougea pas, même lorsqu'il sentit ses yeux sur lui. Quand il leva enfin les yeux, elle le regardait droit dans les yeux. Le sac reposait sur ses genoux. Son visage n'était pas déformé. Il n'était pas monstrueux. Il était humain. Mais il portait une marque que personne ne pouvait ignorer. Une longue cicatrice incurvée courait de sa tempe droite jusqu'au-dessus de la ligne de sa mâchoire. Elle n'était ni fraîche, ni sanglante, mais profonde, permanente, comme si des doigts, cruels et frénétiques, avaient essayé de lui arracher quelque chose qui ne voulait pas venir. Elle soutint son regard, ne se cachant plus, mais pas fière non plus, simplement à nu. Sa voix sortit en un murmure. L'homme qui tenait la pension où je travaillais.
Il m'a dit que je pouvais garder une chambre si je donnais un supplément. Elle déglutit. J'ai dit non. Ça ne lui a pas plu. Elle baissa les yeux un instant, puis les releva vers Silas. Il m'a attaqué. Je me suis défendu, je l'ai poussé. Il a glissé. Sa tête a heurté le poêle. Elle regardait maintenant au-delà de lui, dans ses souvenirs. Quand il est mort, j'ai fui. La mâchoire de Silas se crispa, mais il ne dit rien. Ils ont dit que je l'avais tué exprès, que je l'avais attiré, que tout était planifié. Sa voix vacilla. Il n'y avait pas de témoin. Personne ne m'a cru. Elle regarda ses propres mains. Ils m'ont traité de menteuse, de tentatrice, de tueuse. Silas se leva, s'essuyant les mains sur un chiffon. Annabelle continua, le ton bas et uniforme. Ils m'ont vendu pour payer ses dettes, m'ont fait passer d'une main à l'autre comme du bétail. Ils m'ont couvert le visage pour que ce soit plus facile, pour faire de moi un rien. Elle regarda le sac sur ses genoux. J'ai porté ça pour que les gens ne me regardent pas comme si j'étais un poison, pour qu'ils ne voient pas la cicatrice et ne décident pas de ce que je valais avant même que je parle. Elle leva de nouveau les yeux vers lui, le regard vitreux mais féroce. Je n'ai pas demandé à être sauvé. Je n'ai pas demandé à être acheté, mais je suis fatigué de me cacher. Silas ne s'avança pas. Il ne la toucha pas. Il hocha seulement la tête. Merci, dit-il, de me l'avoir dit. Sa voix était stable, chaude, réelle. Vous n'étiez pas obligé, mais vous l'avez fait. Elle cligna des yeux, mais aucune larme ne tomba, seulement un souffle. Et dans ce souffle, quelque chose changea. Pour la première fois depuis son arrivée, elle n'était pas une ombre. Elle était une femme avec un nom, une histoire et un visage. Et Silas avait vu les trois et n'avait reculé devant aucun. Le soleil se glissa lentement à travers la forêt le lendemain matin, sa lumière dorée et hésitante se déversant par la fenêtre étroite au-dessus de la table. Des grains de poussière tourbillonnaient paresseusement dans le rayon, comme de minuscules esprits dansant entre les veines du bois des murs, bénissant le calme. À l'intérieur de la cabane, l'air était immobile. Plus de peur, mais le silence de la compréhension, comme une respiration retenue après que quelque chose de fragile a été partagé et soigneusement reçu. Annabelle avait à peine parlé depuis la veille, mais elle n'avait pas cherché le sac. Elle ne le passait plus sur sa tête avant de dormir, ne le gardait plus plié au pied de son lit, comme un bouclier attendant la bataille. Ses cheveux, dénoués et emmêlés par le sommeil, reposaient tranquillement sur ses épaules alors qu'elle se levait de sa couchette. Ses pas restaient prudents, sa posture gardée, mais quelque chose dans sa présence avait changé, quelque chose de petit, comme le sol qui dégèle sous la neige. Elle cligna des yeux face à la lumière qui entrait par la fenêtre et se dirigea vers la table, s'attendant à l'habituel. Une boîte de café, le bol en bois qu'elle lavait chaque soir, la cuillère restante. Au lieu de cela, elle s'arrêta net. Quelque chose de nouveau l'attendait. Un petit miroir. Il tenait debout, encadré d'argent, vieilli sur les bords, mais poli jusqu'à la clarté. Il était appuyé contre une cale de pin lisse, parfaitement orientée pour capter la lumière du soleil levant afin d'illuminer, non d'exposer. À côté était accroché un foulard en soie vert de mer, légèrement délavé par endroits, mais doux et soigneusement plié, comme s'il avait été précieux un jour.
Peut-être l'était-il encore. Il n'y avait pas de mots, pas de geste pour le désigner. Juste le miroir et le foulard, placés là comme s'ils avaient toujours appartenu à cette table, et comme si elle avait toujours été destinée à les trouver. Annabelle fixa les objets pendant un long moment. Elle ne bougea pas. Pas au début. Le feu dans le poêle s'était affaibli, et seul le crépitement du vieux pain et le craquement occasionnel des poutres emplissaient la pièce. Dehors, la forêt commençait à s'éveiller. Le bruissement d'un jail dans les branches. Le lent goutte à goutte de la rosée depuis les avant-toits. Elle s'approcha lentement de la table, comme si elle craignait que le miroir ne reflète quelque chose qu'elle ne pourrait supporter. Mais quand elle l'atteignit, elle regarda. Ce qu'elle vit n'était pas nouveau. Elle avait senti son visage 100 fois depuis le jour où son monde s'était fissuré. Elle connaissait les reliefs de la cicatrice, le chemin qu'elle traçait sur sa joue comme une marque qui n'avait jamais demandé la permission. Sa main se leva. Elle toucha la marque légèrement, comme on pourrait toucher un nom gravé dans la pierre. Familier, inévitable. Mais cette fois, sous le soleil à travers le verre propre, elle ne tressaillit pas. La cicatrice était toujours là. Elle le serait toujours. Mais la femme derrière elle aussi. Son regard s'attarda, puis se tourna vers le foulard. Elle le souleva des deux mains. Il glissa entre ses doigts comme l'eau d'une rivière. Frais, doux, bienveillant. Il y avait du soin cousu dans chacune de ses fibres. Elle le porta à sa tête, non pas pour cacher la cicatrice, mais pour façonner ce que les autres verraient, pour adoucir les contours, pour prendre le contrôle de sa propre image, non par honte, mais par choix. Le foulard se mit en place comme s'il y appartenait. Dans le miroir, une nouvelle silhouette émergea. Ce n'était plus la jeune fille traquée de la vente aux enchères, ni le fantôme de la tempête de neige, mais une femme entière, droite, portant encore le poids de son passé, mais sans plus être ensevelie par lui. Derrière elle, un bruit, des bottes souples sur le plancher. Elle ne se retourna pas, elle n'en avait pas besoin. Silas se tenait dans l'embrasure de la porte, une épaule appuyée contre le cadre. Il était entré sans un mot, comme à son habitude, mais son expression n'était ni celle de la prudence, ni celle de la surprise. C'était une révérence silencieuse. Il inclina le menton vers l'écharpe. « C'était à ma femme, dit-il, la voix stable. Elle la portait chaque fois qu'elle avait besoin de se sentir à nouveau elle-même. Les doigts d'Annabelle effleurèrent la soie près de sa tempe. « J'ai pensé qu'elle vous irait bien aussi, ajouta-t-il. Elle se tourna légèrement vers lui, sans tressaillir, sans se mettre sur la défensive. Il soutint son regard, sans ciller. Puis, d'une voix douce comme la mousse, et tout aussi rassurante, il dit « Quiconque essaie de vous faire honte de ce que vous avez vécu est aveugle. » Un silence. Et les aveugles n'ont pas le droit de juger la beauté. Sa gorge se serra, les larmes vinrent lentement, ni vives, ni désespérées, mais chaudes, purificatrices. Elle se regarda de nouveau, puis, doucement, elle tendit la main et posa la paume à plat contre le miroir, à la rencontre de son propre reflet. Et pour la première fois depuis très très longtemps, Annabel Crowe s'autorisa à être vue. La paix qu'ils avaient insculptée dans les bois ne resta pas longtemps intacte, jamais, dans ces contrées. Le danger arriva à cheval, un cavalier solitaire sous un ciel meurtri par la lumière d'orage.
L'homme était mince, aux longues jambes, son cache-poussière déchiré par le vent des pistes et les rudes kilomètres. Ses yeux gris, vifs, sans pitié, fendaient la foule du saloon comme une lame dans une peau tannée. Il se faisait appeler Cutter, et Cutter n'était pas un vagabond. C'était un chasseur de primes, du genre à lire les pistes comme des écritures saintes et à sentir les secrets sous les semelles. La rumeur venait du sud. Une fille avec une cicatrice, cachée dans les collines, le visage autrefois couvert, maintenant dévoilé. On murmurait qu'elle avait du sang sur les mains et un bûcheron pour bouclier. Cutter écouta, puis il partit à cheval. Lorsqu'il atteignit le camp de bûcherons près de Northridge, il posait déjà trop de questions. Il se fit passer pour un voyageur égaré, prétendit chercher du travail avec les forestiers et dit avoir entendu parler d'un homme nommé Boone qui vivait au cœur des bois. Silas le rencontra par hasard près de la remise. Un seul regard lui suffit. Ce n'étaient pas les mots. Cutter était poli, mesuré, mais la façon dont il balayait du regard la lisière des arbres, l'immobilité de sa posture, c'était l'immobilité d'un serpent juste avant l'attaque. Plus tard ce soir-là, Silas rentra à la cabane. Son visage était plus froid que le vent. « Il est sur votre piste », dit-il simplement. Annabelle ne parla pas tout de suite. Elle se tenait près du poêle, remuant une soupe dont la saveur s'était perdue dans ses souvenirs. Ses yeux étaient fixes mais lointains. Puis, sans un mot, elle traversa la pièce, ouvrit le coffre en bois au pied du lit et en sortit la vieille cagoule de toile de jute, soigneusement pliée, intacte depuis le matin où elle l'avait abandonnée. Elle la tint longtemps entre ses mains. « Je la porterai à nouveau, » dit-elle doucement, « une dernière fois. » Silas la regarda. « Vous n'êtes pas obligé. » Ses yeux rencontrèrent les siens. « Cette fois, c'est moi qui choisis, pas par honte, par stratégie. » Ils établirent le plan ensemble cette nuit-là. Annabelle prendrait la vieille route de pompier vers l'est, portant la cagoule. Cutter la suivrait. Il ne résisterait pas à une fille seule, balafrée et couverte, un fantôme revenu à la vie. Silas prendrait le col de montagne, traverserait la crête et rejoindrait le shérif en ville. Si le plan fonctionnait, Cutter la suivrait droit dans le piège. Et ce fut le cas. À l'aube, alors que le ciel rougissait à peine, Annabelle monta le second cheval de Silas et partit, la cagoule bien serrée sur sa tête, le cœur battant la chamade. Elle ne tremblait pas cette fois. Elle regardait droit devant elle. Au coucher du soleil, Cutter avait mordu à l'hameçon. Il la suivit profondément dans les rochers de l'Est, où Silas attendait avec le shérif et 2 hommes de la patrouille. Cutter dégaina le premier, mais pas assez vite. Il fut désarmé, ligoté et jeté sur le dos de son propre cheval, accusé de poursuite illégale, de tentative d'agression et d'intention de meurtre. Annabelle assista à toute la scène depuis le sommet de la colline, sa silhouette toujours cachée sous la toile. Ce n'est qu'une fois Cutter parti qu'elle descendit. Lorsqu'elle rejoignit Silas, il s'avança pour l'aider à descendre de cheval. Elle le laissa faire. Puis, lentement, elle leva les mains et défit le nœud à la base de son cou. La cagoule glissa. Elle la plia 1 fois, 2 fois, puis la tint à 2 mains, fixant le tissu. Silas l'observait, incertain de ce qu'elle allait faire. Elle leva les yeux vers lui, son expression calme, mais plus craintive. « Elle m'a sauvé une dernière fois, » dit-elle. « Non pas parce qu'elle me cachait, mais parce que je l'ai utilisée. » Il hocha la tête. « Alors, qu'allez-vous en faire maintenant ?» Elle regarda les arbres, la piste qui s'effaçait, le monde qu'elle avait autrefois traversé comme une ombre. Elle plia la toile 1 fois de plus et la glissa sous son bras.
Je vais la garder, dit-elle doucement. Non pas comme une cage, mais comme une preuve. Silas haussa un sourcil. La preuve de quoi? Elle sourit. Que même ce qui fut ma prison peut devenir mon bouclier si je le décide. Et pour la première fois, il y avait de la lumière dans sa voix. Non pas la lumière du rire, mais celle d'une femme qui avait traversé les ténèbres et pouvait désormais les nommer. C'était en milieu d'après-midi, quand on frappa à la porte, des coups lents, incertains. Pas le genre de coups qui exigeaient une réponse, mais ceux qui demandaient la permission. Silas ouvrit la porte de la cabane et trouva une femme sur le porche. Sa robe était usée, tachée par le voyage, et ses bottes portaient la poussière rouge des longues routes. Sa peau était mate, sa posture droite, ses yeux prudents mais bienveillants. Elle tenait son chapeau à deux mains. « Je m'appelle Mavis Green, dit-elle. Je travaillais à la maison Ridley, comme aide en cuisine, cuisinière surtout. » Derrière Silas, Annabelle apparut dans l'embrasure. Elle se figea en voyant la femme. Mavis recula d'un pas, puis se ressaisit. « J'ai entendu dire que vous étiez par ici, dit-elle doucement, et je me suis dit qu'il était temps que j'arrête d'être lâche. » Le vent bruissait dans les pins, tandis que le silence s'étirait entre elles. « J'ai vu ce qui s'est passé cette nuit-là, dit Mavis. Je l'ai vu vous traîner dans cette arrière-salle. Je vous ai entendu crier, j'ai entendu le fracas, mais je n'ai rien dit. J'avais besoin de ce travail. J'avais besoin de manger. » Les doigts d'Annabelle se crispèrent sur le cadre de la porte. « Je n'en suis pas fière, continua Mavis, mais je peux réparer ça maintenant, si vous me le permettez. » Plus tard, autour d'un thé, Mavis raconta tout, des détails que seule une personne présente aurait pu connaître. Elle décrivit les bleus, le sang, le silence qui suivit. « J'aurais dû le dire à l'époque, » murmura-t-elle. « Mais je le dirai maintenant. Vous disiez la vérité. » Avec l'aide de Silas, ils écrivirent tout. Mavis signa la déclaration sous serment d'une écriture ferme et soignée. La lettre fut scellée et envoyée au bureau judiciaire le plus proche par un coursier à cheval. Les semaines passèrent, la forêt verdit, le ciel se réchauffa. Puis, un matin, le shérif arriva, une simple enveloppe à la main. Silas l'ouvrit sur le porche, la lut 2 fois avant de la lui apporter à l'intérieur. Annabelle la prit dans ses mains. Les mots étaient peu nombreux. Accusation contre Annabelle Crowe abandonnée. Affaire classée. Mandat d'arrêt annulé. Elle les relut encore et encore. Puis elle sortit, passa devant le tas de bois, devant les chevaux, et descendit jusqu'à la lisière de la forêt. Elle trouva le vieux pin, celui sous lequel elle avait jadis enterré sa cagoule. Elle s'assit à sa base, passant ses doigts dans la mousse, respirant. Elle ne pleura pas, elle ne rit pas, elle ferma simplement les yeux, et d'une voix à peine plus forte qu'un souffle, elle dit « Pour la première fois de ma vie, je n'ai plus besoin de fuir. » La justice était venue, sans trompette ni applaudissements, seulement avec la vérité et la force tranquille de quelqu'un qui avait enfin décidé de se tenir à ses côtés. Le printemps arriva doucement sur la crête. Les arbres, autrefois nus et cassants, portaient maintenant de tendres bourgeons comme des promesses prêtes à éclore. La brume s'enroulait encore à l'aube, mais elle était plus fine, plus légère, comme si même le brouillard s'était lassé de tout cacher. Les oiseaux chantaient de nouveau.
La rivière coulait avec détermination. La forêt semblait indulgente. Silas avait été occupé. Avec du bois de récupération et un soin silencieux, il avait construit une simple arche juste à l'extérieur de la cabane, à l'endroit où les fleurs sauvages commençaient à envahir l'herbe. Ce n'était rien de grandiose, 4 poteaux, une voûte drapée de lin, mais elles se tenaient solides comme lui. Ils n'invitèrent que quelques personnes. Mavis vint, tout sourire dans une robe dépareillée, mais qui correspondait à son esprit. Le vieux forgeron de la ville apporta une bouteille de brandy de pomme. La femme de l'épicier portait un panier de pain et un bouquet de lavande des montagnes. Ils n'étaient pas nombreux, mais c'était suffisant. À l'intérieur de la cabane, Annabelle se tenait devant le petit miroir que Silas lui avait laissé des mois plus tôt. Sa robe était en mousseline simple, coussue main, de la couleur de la crème, mais elle lui allait parfaitement car elle l'avait confectionnée elle-même, de ses doigts assurés, au cours de nuits paisibles. Sur sa tête, elle portait un voile. Il était fait de la toile de jute, la même qui avait autrefois caché sa honte, sa peur, son nom. Mais maintenant, c'était autre chose. Silas l'avait lavé, séché au soleil et coupé avec soin. Les bords étaient cousus de fil blanc, celui utilisé pour raccommoder le vieux lin, et au coin, brodé d'un fil violet pâle, de minuscules fleurs sauvages, presque identiques à celles qui ornaient le mouchoir qu'elle avait jadis laissé dans la neige. Quand elle sortit de la cabane, la forêt se tut. Silas se tenait sous l'arche de bois, les mains jointes, le cœur plein. Il avait taillé sa barbe, poli ses bottes et repassé la seule chemise qu'il possédait sans tache de sève. Mais rien de tout cela n'importait quand il la vit. Elle avançait lentement, comme si la terre lui avait enfin donné la permission d'être vue. Et elle était belle, non pas parce que le voile couvrait sa cicatrice, mais parce qu'elle avait choisi de le porter à nouveau, selon ses propres termes. Lorsqu'elle l'atteignit, Silas prit ses mains. Sa voix était basse, mais chaque mot était assuré. Peu importe ce qui couvrait votre visage, dit-il. Vous avez toujours été la femme que j'ai choisie depuis le début. Il marqua une pause, la regardant dans les yeux. Et maintenant, vous êtes la femme aux côtés de laquelle je jure de rester jusqu'à la fin. Annabelle sourit, non pas avec la prudence de quelqu'un qui a été blessé, mais avec la paix de quelqu'un qui a enfin guéri. Elle murmura, « Et je jure la même chose. » Il n'y avait ni prêtre, ni vœux lus dans un livre, juste eux, les arbres, et les gens qui comptaient le plus. Et quand ils s'embrassèrent, doucement, sûrement, le vent se leva juste assez pour faire bruire le lin au-dessus de leur tête. Quelques gouttes de pluie tombèrent, légères comme un souffle. Mavis se pencha vers le forgeron et dit, presque pour elle-même, « Jamais je n'aurais cru voir une cagoule de jute transformée en voile de mariée. » Puis, après un instant, elle ajouta, « Jamais je n'aurais cru que ça puisse être aussi beau. » Le forgeron gloussa. « Ce n'est pas la toile, dit-il, c'est ce qu'elle en a fait. » Plus tard dans la soirée, alors que le feu crépitait et que les rires se mêlaient au chant des oiseaux, Annabelle s'assit à côté de Silas sur le porche. Le voile reposait, plié, sur ses genoux. Elle passa ses doigts sur le bord brodé. « C'est drôle, dit-elle. Cette chose représentait autrefois tout ce que je craignais. » Il la regarda. « Et maintenant? » Elle sourit. « Maintenant, elle représente tout ce que j'ai choisi. » Silas hocha la tête. Il tendit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens.
Ils restèrent ainsi jusqu'à l'apparition des étoiles. Et la forêt, autrefois leur prison, était devenue leur foyer. Et ainsi, sous les pins immenses et un voile né de la honte, Annabel Crowe et Silas Boone trouvèrent ce que tant d'autres avaient perdu sur la frontière, la paix. Non pas en oubliant le passé, mais en se le réappropriant. Leur amour n'effaça pas la douleur, les cicatrices ou le silence, mais il transforma ce qui les avait autrefois enchaînés en quelque chose qui pouvait les bénir. Parce que parfois, dans le Far West, la survie ne consistait pas seulement à s'accrocher, mais à choisir à quoi s'accrocher. Merci d'avoir chevauché avec nous à travers ce voyage de rédemption, de courage et de dévotion silencieuse. Si des histoires comme celle-ci touchent votre cœur et émeuvent votre âme, n'oubliez pas de vous abonner à Histoire d'amour du Far West, où l'amour va plus loin que la peur et où même les pistes les plus rudes peuvent te mener à la maison. Activez la cloche pour ne jamais manquer le prochain récit. D'ici là, avancez d'un pas sûr, aimez profondément et souvenez-vous. Là où les balles ont manqué leur cible, les cœurs, eux, ne l'ont pas fait.